Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Flash, la chaîne de l'actualité crypto. Aujourd'hui, nous allons parler d'une affaire qui fait peur. Peut-être certains d'entre vous ont perdu de l'argent dans cette histoire. C'est lié au restaking. Vous savez que je suis fan du restaking, donc on va essayer de démêler le vrai du faux de cette histoire et des risques vraiment associés au restaking. Alors, on va parler de plein d'autres choses aujourd'hui. Je vais aussi vous parler d'une faille qui existe, ou plutôt qui a existé dans l'écosystème Cosmos, qui aurait pu coûter très cher. On va parler aussi de Hedera et de BlackRock. Il y a pas mal de fake news sur le sujet et de pas mal d'autres actualités. N'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche pour ne rien rater. Tous les jours, le meilleur de l'actualité crypto. Je vous rappelle aussi le bonus de 20 € sur Bitvavo, le partenaire de la chaîne. C'est un exchange européen, vous allez pouvoir venir déposer 20 € et obtenir 20 € en finalisant le processus de KYC, etc. Vous avez le lien dans la description et ensuite vous faites ce que vous voulez, vous achetez des cryptos avec sur la plateforme ou autre, je vous mets le lien dans la description. Alors on va parler tout de suite de restaking et de Eigenlayer. Je vous en ai longuement parlé, pour moi ça va être le narratif des prochains mois. Il va se passer plein de choses prochainement sur Eigenlayer, plein de projets qui sont en train de se lancer. Je me suis positionné sur ça depuis très longtemps, on va dire. Enfin depuis très longtemps, c'est-à-dire début d'année 2024. Et, euh, et là, je voulais vous parler de Renzo et de Eigenlayer. Renzo, on en a parlé hier. Je vous avais annoncé le lancement du launch pool Binance associé à Renzo. Donc Eigenlayer, la couche principale de restaking qui vous permet de déposer des ethers et faire travailler les ethers pour sécuriser d'autres blockchains. Mais quand vous avez les ethers qui sont déposés sur Eigenlayer, ben vous pouvez plus en faire grand chose. Et il y a des surcouches d'Eigenlayer telles que Etherfi, Renzo Protocol, Swell, Kelp qui existent, qui vous permettent d'avoir des liquid restaking tokens. Donc ça vous permet de déposer sur Eigenlayer et de pouvoir ensuite récupérer les tokens et d'en faire autre chose dans de la finance décentralisée ou autre, et aussi d'avoir de airdrop potentiel qui arrivera plus tard. Donc hier on a parlé de Renzo. Renzo qui a annoncé l'airdrop et le launch pool sur Binance. Ça arrive le 30 avril. Et il y a certaines choses qui n'ont pas plu. Et je suis le premier à vous avoir dit dans la vidéo d'hier, il y avait certaines choses qui me plaisaient pas trop. Notamment le fait qu'il y avait le lock-up, c'est-à-dire pour ceux qui ont une grande quantité de points, ils vont être bloqués, ils vont avoir un déblocage pendant 6 mois de la moitié des tokens. Et il y a pas mal d'autres choses qui inquiètent, on va dire un petit peu. Et regardez ce graphe. Plutôt celui-là, est-ce que vous voyez quelque chose qui ne va pas sur ce graphe qui montre en fait l'allocation de Renzo des divers parties, on va dire, de la communauté, de l'airdrop et de la liquidité, de pas mal d'autres choses. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous choque ici? En fait, ils ont complètement ajusté la taille des camemberts. Là, vous pouvez voir que ces deux parties du dessous, donc la partie fundraising et la partie community, bah, ça représente pile la moitié du camembert, alors qu'en fait, on est à 60%. Donc si on va voir la taille réelle, c'est beaucoup plus. Donc suite à une petite polémique, suite à ça, ils ont augmenté la taille, mais ça m'a l'air toujours pas correct. Regardez les 2,5% ici, ça m'a l'air énorme. Honnêtement, j'ai pris 30 secondes pour refaire le graphe sur Internet, et regardez, les 2,5%, c'est censé être beaucoup plus petit que le reste. Et en fait, ils ont voulu jouer sur tout ça pour montrer que la communauté avait plus de choses, que le launch pool avait une grande part des tokens, et bref, c'était pas très net. Ils ont, je pense, voulu ajuster les choses et c'est pas très bien passé. Mais limite, peu importe. Ils ont fait un certain nombre de choses qui n'ont pas plu et la communauté n'était pas contente. Honnêtement, moi le premier, je me dis que sûrement je retirerai de Renzo quand ils vont lancer les retraits. Bah oui, parce que Renzo, ils ont toujours pas lancé les retraits. Vous pouvez déposer sur Renzo, mais vous pouvez pas retirer. Vous pouvez vendre les tokens sur des pools de liquidité, mais les ethers que vous stakez sur Renzo, vous pouvez pas les retirer vers la fonctionnalité de retrait qui est disponible par contre sur Etherfi. Du coup, Etherfi a jamais eu de problème à ce niveau-là, mais Renzo, ils ont toujours pas sorti cette fonctionnalité de retrait. Et du coup, suite à cet airdrop qui n'a pas plu, les annonces en tout cas, voilà, il y a pas mal d'annonces qui ont inquiété. Les gens se sont dit, bah, je vais retirer les cryptos tout simplement. Parce que l'allocation du launch pool est trop élevée, ou parce que les gens qui ont de l'airdrop vont pouvoir réclamer l'airdrop que 2 jours plus tard. Bref, des gens n'étaient pas contents, ils ont voulu vendre des tokens ou retirer une partie de ce qu'ils avaient sur Renzo, et ça a entraîné quoi? Ça a entraîné un dépeg. Ça a entraîné que le token les ethers stakés sur Renzo ont eu une chute d'un coup de leur valeur. On est passé de 3200$ on s'est rapproché des 600$. Pourquoi? Bah, il y a eu beaucoup de ventes associées à ce token, et surtout ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu les gens qui faisaient du farming avec de l'effet levier sur Renzo, ils ont été pénalisés.
là, je parle pas du farming à l'effet levier via Pendle, c'est quelque chose que je fais où il n'y a pas ce risque de liquidation. Je parle de ceux qui font du farming avec de l'effet levier sur Gearbox ou sur Morpho. C'est-à-dire, vous déposez des tokens Renzo, vous empruntez de l'argent dessus, vous rachetez des tokens Renzo et vous faites une boucle comme ça. Tant que le cours du token Renzo et Ether est proche du cours de l'Ether, ça pose pas de problème. Mais dès qu'il y a un éloignement, bah, ça entraîne des liquidations en cascade. Les gens se font liquider, ils perdent de l'argent parce qu'il y a des liquidations, leur collatéral est vendu pour pouvoir rembourser la dette et ça fait clairement une perte de capital. Et c'est ce qui s'est passé. Cette nuit, il y a pas mal de gens qui ont perdu de l'argent, notamment sur Morpho, c'est là où il y a eu, je pense, les plus de pertes. Et bah, les gens commencent à dire c'est pas normal. D'ailleurs aussi sur la pool balancer, regardez la pool balancer, il y a eu énormément de volume hier, c'est l'une des principales pools de liquidité pour le token EZETH, donc le token Renzo Staké. Plein de gens se sont jetés sur cette pool pour vendre des Ethers. Et d'ailleurs, regardez, sur cette pool, on n'a plus que 5% d'Ethers et 94% de tokens EZETH. Donc les gens ont vendu massivement le token EZETH et finalement, bah, il n'y a plus grand-chose. Et du coup, c'est très difficile de sortir de cette pool de liquidité. Personnellement, je vous dis ce que je fais. J'attends l'apparition, on va dire, de la fonctionnalité de retrait de Renzo qui devrait arriver, je pense, d'ici fin mai, début juin, et je retirerai tranquillement, sauf si le marché retrouve, sauf si le token EZETH retrouve une valeur très proche de leur valeur réelle. Là, on est toujours légèrement en dessous. Bref, ça a beaucoup chuté, les gens ont perdu de l'argent, et c'est une mise en garde aussi contre le farming à l'effet levier, autre que Pendle, avec des boucles de prêt, etc. Pour moi, c'est vraiment risqué. Et du coup, ça a mis aussi en avant des problématiques, ou plutôt une différence de vision sur AAV et sur Morpho. Je vous ai dit, Morpho, c'est là où il y a eu les liquidations, c'est là où les gens ont malheureusement perdu de l'argent. Et en fait, il faut voir Morpho comme un protocole, comme une infrastructure immuable où le code est déployé, mais ensuite Morpho se repose sur la gestion du risque et sur l'acceptation de certains collatérales, etc., de tokens comme collatéral, sur des surcouches, sur d'autres vols qui sont construits par-dessus Morpho, par des spécialistes de la gestion du risque, tels que Gauntlet, et ils ont construit leur propre Vault avec de l'EZETH. Et en fait, ces divers vaults ont des ces divers coffres ont une gestion de risque différente, et on va dire c'est plus la responsabilité des utilisateurs de choisir l'endroit où ils veulent placer de l'argent, l'endroit où ils veulent emprunter, selon leur niveau de risque. Donc c'est une vision, en fait, on a l'infrastructure de base qui est la même pour tout le monde et la gestion du risque est déléguée à des spécialistes et les utilisateurs ensuite choisissent d'interagir avec des coffres. Mais AAV, c'est complètement différent. Et Morpho se positionne aussi d'une certaine manière, on ne peut pas le nier, comme un concurrent d'AAV, même si avec Morpho on peut construire plein d'autres choses, mais on peut aussi construire un clone d'AAV. Et du coup, il y a beaucoup de tensions entre Morpho et AAV. On a Marc Zeller de l'écosystème AAV qui a pas mal critiqué, qui critique souvent Morpho. Je le trouve honnêtement plus agressif envers Morpho que Morpho n'est agressif envers AAV, mais c'est mon avis. Bref, en tout cas, il y a ce combat entre les deux. En fait, il y a une vision différente. AAV, il prône la meilleure gestion du risque possible pour les utilisateurs en ne laissant pas le choix aux utilisateurs pour quels tokens vont pouvoir être listés sur Morpho pour pouvoir emprunter sur Morpho. Là, c'est pas le cas sur Pardon, excusez-moi, j'ai dit Morpho, je veux dire AAV. Sur AAV, il y a cette vision où c'est contrôlé, où AAV ne liste que les actifs les plus robustes peuvent apparaître et il y a une gestion du risque qui est faite pour les utilisateurs. Sur Morpho, c'est différent, n'importe qui peut venir créer des coffres sur Morpho et du coup, il y aura beaucoup plus de choses qui vont apparaître sur Morpho. Il y a plus aussi des spécialistes de certains types de coffres qui sont sur Morpho. Bref, en tout cas, c'est deux visions complètement différentes. Une vision construire l'infrastructure, une autre vision construire un produit. Et on verra qui aura raison dans le futur, qui aura le plus d'actifs sous gestion, qui aura le plus d'utilisateurs. En tout cas, c'est clairement deux visions différentes. AAV a déjà un token, Morpho, le token n'est toujours pas transférable, donc vous ne pouvez pas le vendre, mais vous pouvez le farmer. Enfin bon, voilà, on sent cette guéguerre quand même entre Morpho et AAV qui va continuer, je pense, encore longtemps. Si vous voulez d'ailleurs comprendre un peu mieux toute la finance décentralisée, la génération du rendement, et dans le groupe privé aussi je parle d'airdrop, il y a ma formation Crypto Rendement où je vous parle de tout ça. Ça peut être compliqué au premier abord, mais vraiment je pars de zéro pour ceux qui ne connaissent absolument rien à la finance décentralisée et j'explique plein de choses, donc n'hésitez pas à vous inscrire, le lien est dans la description. Alors, je vous ai parlé de Morpho, on a parlé de Renzo, on va parler maintenant d'autre chose. On va parler de l'écosystème Cosmos, avec quelque chose qui aurait pu être très grave pour l'écosystème Cosmos. C'est une faille de sécurité critique qui a été trouvée et corrigée, heureusement, sur l'IBC. Donc l'IBC, c'est cette brique centrale de l'écosystème Cosmos qui permet la communication entre les blockchains, l'inter-blockchain communication protocol. Donc c'est
essentiel. Ça permet voilà, d'avoir plein de blockchains différentes, mais qui puissent communiquer entre elles. Il y avait une faille de sécurité majeure qui a été trouvée par Asymmetric Research. Ils ont remonté ça à l'écosystème Cosmos. Ça aurait pu entraîner une perte énorme. J'ai vu des nombres allant jusqu'à 100 millions de dollars. C'était pas, enfin, pas trouvé de nombre exact, mais en tout cas, c'était énorme. Ça aurait pu être catastrophique pour plein de monde. Finalement, ça a pu être corrigé dans les règles de l'art. Ils avaient un bug bounty, ça a été remonté et ça a été corrigé. Et au final, rien, aucun utilisateur n'a été impacté. Et du coup, tant mieux. D'où l'importance des bug bounty, l'importance d'avoir un moyen de récompenser les gens qui vous trouvent des failles de sécurité. Vous pouvez d'ailleurs mettre ce critère dans vos recherches quand vous voulez investir sur un projet crypto. Est-ce qu'il y a un bug bounty? C'est un plus. Ensuite, on a eu Hedera et pas mal de fake news autour de BlackRock. Hedera a fait un tweet qui semblait indiquer que BlackRock était en train d'arriver sur Hedera. Regardez, ça vient de la Hashbar Foundation et ils ont dit aujourd'hui on est en train de voir le fonds BlackRock qui arrive sur Hedera grâce à Arcax et c'est vraiment un accomplissement majeur, etc. Les gens se sont dit oulala, BlackRock, le géant de l'investissement, de la gestion d'actifs est en train d'arriver sur Hedera, c'est énorme, on a vu l'arrivée de BlackRock sur le Bitcoin. Ça a changé pas mal de choses au niveau de l'ETF spot Bitcoin et du coup le cours, la market cap, regardez, de Hedera et leur token Hashbar, elle est passée de 3 milliards de dollars à 6 milliards de dollars. Ça a quasiment doublé pour ensuite chuter. Pourquoi ça a chuté? Parce qu'en fait, Decrypt a ensuite demandé à BlackRock, est-ce que vraiment c'est vous qui vous lancez sur Hedera? En fait, BlackRock a dit non, pas du tout. En fait, c'est Arcax, qui est une autre société, qui a tokenisé le fonds de BlackRock. En fait, c'est quelque chose où ils n'avaient même pas besoin de l'autorisation de BlackRock pour faire ça. N'importe qui peut venir et faire ce que Arcax a fait sur d'autres blockchains. Donc c'est juste que Hedera jouait un peu sur le marketing aussi pour pouvoir faire croire aux utilisateurs que BlackRock arrivait sur Hedera. En tout cas, les résultats est là, la market cap qui double juste suite à ça, et même là on est encore au-dessus, 4,2 milliards de market cap alors qu'on était à 3 milliards de market cap. C'est juste énorme en fait comment le marché peut bouger suite à certaines annonces comme ça, alors que certaines fois elles sont juste fausses. Donc vraiment, il faut toujours se renseigner sur la source et se reposer sur des sources, sur plusieurs sources. Si vous vous basez que sur le tweet de Hashbar, et là vous voyez qu'il y a un problème quand même. Bon, ensuite, au niveau ETF, j'ai parlé de BlackRock, mais je voulais parler des ETF Spot, Bitcoin et Ether à Hong Kong qui devraient être lancés d'ici le 30 avril. Donc c'est bon, ça se rapproche. Je pense que ça va quand même faire moins de bruit que l'ETF Spot Bitcoin aux États-Unis, mais bon, on va voir. Il ne devrait pas y avoir d'investissement depuis la Chine continentale au cours des 6 premiers mois au moins. Voilà, c'est peu probable, mais voilà, c'est ce que tout le monde espère, que ça puisse ouvrir le marché de l'investissement ETF et crypto à l'Asie et surtout à la Chine où ce type de produit est interdit. Et pour finir, je voulais faire une news sur CZ. CZ qui risque toujours des années de prison en fait. Aux États-Unis, il attend toujours le jugement sur combien de temps il va passer en prison. Il vient de publier une lettre où il s'excuse de ne pas avoir mis en place le programme de compliance sur Binance qui aurait pu bloquer un certain nombre de choses liées au blanchiment d'argent ou autre. Et il a dit ça n'arrivera plus. Mais en fait, le procureur aux États-Unis demande jusqu'à 36 mois de prison pour CZ. Donc vraiment là, c'est qu'est-ce qui va être décidé? Est-ce que CZ va faire 12 mois de prison, 6 mois de prison, 36 mois de prison, aucune année de prison? On va voir, mais en tout cas, il risque gros. Mais bon, la bonne nouvelle pour lui, c'est qu'il risque pas quand même ses actions dans Binance. Ça a été acté qu'il va garder tout ça. Donc même s'il passe quelques années de prison, il restera milliardaire. En tout cas, si Binance vaut toujours beaucoup d'argent d'ici là, je pense que ça sera le cas. Mais bon, on va suivre ça avec attention. C'est quand même pas pour moi CZ quelqu'un qui a fait du mal. C'est pas un scammer. Il a pas scammé les gens sur l'exchange Binance, il n'a pas disparu avec les fonds, il n'a pas fait quelque chose de similaire à SBF, on n'est pas du tout à ce niveau-là, et d'ailleurs c'est pas du tout ce qu'on lui reproche. On lui reproche des choses sur la compliance, sur son exchange, qui n'ont pas été mis en place aux États-Unis, et voilà, donc bon, on verra ça très rapidement. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui sur les diverses actualités crypto. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner si le contenu vous a plu, et je vous dis à demain pour la suite. Au revoir.